Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Multi-21. Je suis en compagnie de Clyde Legui-Belmont. Salut Clyde, comment vas-tu? Très bien, et toi? Eh bien écoute, nous nous retrouvons pour cette review exceptionnelle pour un Grand Prix d'anthologie, pour une fois, Oui. sur le parking urbain de Sochi en Russie, avec un final qui rentrera sans doute dans les annales. Complètement. On ne pensait pas que Sochi pouvait nous offrir un tel spectacle. C'est la pluie, honnêtement, qui nous a offert un tel spectacle, même si la course en soi était pas si inintéressante que ça, parce qu'on avait des stratégies très, très intéressantes, justement. Des choix qui ont fait que les voitures ont été performantes à certains moments et moins à d'autres, et finalement un final qui a rebattu toutes les cartes et qui va vraiment rester dans les annales pendant des années et des années. Et tu l'as dit, en effet, c'est cet élément perturbateur, la pluie qui est venue chambouler un classement qui semblait un petit peu figé. On se dirigeait vers une nouvelle victoire McLaren. Cette fois, Ouais. c'était pas la numéro 3, c'était la numéro 4. Bah, finalement, patatras, ça s'est pas très bien passé. On a été beaucoup plus perspicace chez Mercedes en ordonnant, j'insiste sur ordonner, Mhm. à Lewis Hamilton de rentrer pour chausser des pneus intermédiaires, ce qui a permis aux Britanniques d'obtenir enfin, j'aurais tendance à dire, son centième succès en Formule 1. Tout à fait, enfin, parce qu'on l'attendait depuis Silverstone. Hamilton, il n'a pas tellement gagné cette année finalement, hein. Il a pas. Surtout depuis 5-10 courses, il a plus de mal. Clairement, Verstappen et Red Bull ont un certain ascendant. Même s'ils ont gâché des points eux aussi, même si Hamilton a aussi aidé Verstappen à gâcher quelques points. Elle a été assez douloureuse finalement à venir cette centième victoire. Elle n'était pas du tout évidente et je pense que si la course avait continué sur sa lancée, Hamilton n'aurait pas pu dépasser Norris. Norris serait probablement resté devant, mais il y a eu la pluie, il y a eu ce bon timing de rentrée, ce bon pari qui a été fait et c'est une victoire qui est tout à fait méritée, qui a été prise au forceps. Comme souvent aussi avec Hamilton, hein, c'est pas un manche, hein, c'est juste que cette année la concurrence est plus vigoureuse. Oui, alors, si tu veux bien, on va revenir justement sur l'ensemble du week-end de Lewis Hamilton, Mm. euh, parce que bah déjà, ça se passe pas très bien pour lui en qualif, Non. alors que c'est un exercice où généralement il maîtrise. En plus, dans des conditions humides, il avait montré comment dire, toute sa panoplie de pilotes et d'équilibristes sous la pluie. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, c'était au Grand Prix de Styrie. Et là, cette année, bah, patatras, il casse un aileron au moment de rentrer dans les stands. Il avorte un peu sa dernière tentative, alors que c'était une pole qui semblait promise. Oui, mais je le sens quand même un petit peu plus fébrile Hamilton cette année. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu une concurrence aussi féroce. Ça fait depuis Rosberg en 2016. On aurait pu citer Euh, Ferrari, avec Vettel non, un petit peu. Ferrari, c'était la concurrence jusqu'à l'été, mais pas jusqu'à la fin. Là, Hamilton sait qu'il va devoir se sortir à 100% jusqu'à la fin de la saison. Et est-ce que c'est pas justement à ce moment-là qu'il peut devenir très dangereux, Hamilton? Oui, bien sûr, mais comme tous les grands champions, mais comme Verstappen aussi, hein, les deux, Hamilton va faire jouer l'expérience de faire la course au titre, mais il n'est pas exempt non plus d'erreurs, hein, Hamilton. On l'a vu ce week-end-là, on l'a vu à Silverstone où son placement n'était pas forcément sur le long terme. Enfin, l'action lui-même, il n'est pas forcément plus fautif que Verstappen, mais sur le long terme, attaquer Verstappen autant sur ce virage-là, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. On voit qu'il tasse Verstappen un petit peu à Monza, ce qui, avec l'aide de Verstappen qui lui insiste comme un. J'ai pas j'ai pas de mots polis pour ça. Enfin, les deux insistent Sauvagement. et se sortent. Donc, oui, il a cette expérience-là. Oui, il est fort dans le money time, mais il est aussi capable de faire des erreurs. On l'avait vu en 2007, hein,
son erreur de rester trop longtemps avec ses pneus sous la pluie en Chine et qu'il a fait sortir. En 2008, ça a failli casser aussi. Il est pas, c'est un humain, Hamilton, il est sensible à la pression, il a certes beaucoup d'expérience, il a des titres qui ont été acquis avec une voiture quand même très largement dominatrice. Ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas été aussi mis en difficulté et il est capable de faire des erreurs, Hamilton. Est-ce que selon toi, Hamilton est capable comment dire, de demander à Mercedes justement de prolonger le développement de cette monoplace de 2021, quitte à ce que ça ait des conséquences sur 2022, ou de se dire bon bah on fait avec les armes qu'on a, si Red Bull continue à amener des Evo, etc., bon bah tant pis, si on reste derrière, tant pis, mais par contre on sort une machine de guerre en 2022. Alors ma théorie, c'est que est-ce qu'on pourrait assister à la dernière saison de Hamilton en fait cette année? Ma théorie, À toi tu pendant penses? un moment, c'est que je me suis dit, il gagne le titre et puis il dit, bah c'est bon, moi c'est fini. Et c'est pour ça que Russell vient. Je sais pas qui mettrait à la place d'Hamilton, mais Oui, mais visiblement ça pas serait con. Bottas. Oui, mais ça Mais, serait contraire avec mais ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse une ces 2 ans de Rosberg. signature. Ah, tu penses? Ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse une Rosberg. Alors, il a été convaincu par Mercedes de signer 2 ans. On sait ce que c'est un contrat en Formule 1, ça se déchire très facilement. Donc, selon cette théorie-là, oui, je suis sûr, mais même sans cette théorie-là, je suis sûr qu'Hamilton essaye de convaincre Mercedes de prolonger le développement. Mais je pense que Mercedes, eux, ils sont là pour le long terme et ils vont pas céder à ces sirènes-là. Ils vont faire les choses avec ce qu'ils ont et préparer solidement la saison 2022. Ils vont avoir, a priori, 2 top pilotes. C'est pas pour perdre. Ils n'ont pas engagé Russell pour perdre la prochaine saison, hein. Ouais, ça sera pas forcément. Enfin, on en parlera dans une autre vidéo, mais le management sur le papier, hein, Hamilton, Russell, ça risque de donner quelques cheveux blancs à Toto Wolff, sans doute. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est pour ça aussi que je me dis qu'Hamilton est vraiment sur la toute fin et s'il remporte le titre, à mon avis s'il remporte pas le titre, on le reverra en 2022. C'est pour ça qu'il a signé le contrat. Mais s'il remporte le titre, il a 100 victoires, 8 titres. Qu'est-ce qu'il gagnerait à se mesurer à Russell? Il Ok, a tout à perdre. Il a tout à perdre. ça marche. Bon bah écoute, on en a un petit peu parlé là dans cette première partie consacrée à Lewis Hamilton, donc pilote en activité le plus victorieux, pilote le plus victorieux Tout court. actuellement de l'histoire de la Formule 1. Je te propose qu'on passe à son dauphin, dauphin plutôt inattendu compte tenu des circonstances du début de course. Tout à fait. Alors Verstappen a décidé, enfin Red Bull et Verstappen ont décidé de prendre leur pénalité sur ce Grand Prix, en espérant pouvoir remonter. Paris relativement gagné avant la pluie, mais en difficulté. On l'a vu Verstappen en difficulté face à Alonso notamment. Les pneus avaient un peu plus de mal en fin de Grand Prix. Et puis finalement, la pluie, un arrêt au bon moment, un peu comme Hamilton, leur permet d'effacer ce petit déficit en performance et de se retrouver deuxième. Donc finalement, c'est l'excellente opération de Verstappen. Il a un moteur neuf sans avoir réellement perdu 2 points sur Hamilton. Hamilton, certes, reprend la tête du championnat, mais lui, il n'a toujours pas eu de pénalité moteur. C'est quelque chose qui lui pend en nez. Verstappen, maintenant, c'est fait. Et c'est derrière lui, et il a eu un changement quasiment gratuit. Alors, il a eu beaucoup de chance avec la pluie, hein, par contre, hein. La stratégie de dépassement, enfin, ils avaient abaissé l'aileron pour pouvoir avoir moins de traînée. Ça n'a pas donné autant de résultats qu'il aurait souhaité. Mais là, c'est tout bénef. Je pense que Verstappen peut prendre ce cadeau avec beaucoup de plaisir. Il est quand même bien placé pour la fin du championnat en termes de matériel. Est-ce que justement, ces différentes pénalités, l'arrivée de la pluie, il perd pas trop de points sur Hamilton, est-ce que ça peut pas être le signe un petit peu la chance du champion? Ah, c'est sûr, on peut prendre ça comme la chance du champion, hein. A posteriori, je pense que ce serait interprété comme ça si Verstappen remporte le titre.
peut aussi imaginer que la victoire d'Hamilton en Russie peut le relancer au championnat et montrer que c'est la chance du champion aussi. Non, on va avoir un final vraiment dantesque entre ces deux pilotes, entre ces deux équipes. Ça va être très très intéressant à voir. Alors, on parle d'un final dantesque, d'anthologie. Ça peut même se finir peut-être un petit peu comme à Monza, ou comme à Oui. Silverstone, comme pour l'un ou pour l'autre. Et on a un arbitre exceptionnel dans ce match, en la personne d'un autre Britannique qui, à l'instar de son compatriote, lui, a tout perdu quand la pluie s'est réellement mise à tomber, alors qu'il semblait se diriger vers sa première victoire en F1. Ouais, c'est un peu le crève-cœur encore Norris. À Spa, il était proche d'avoir la pole, il y a eu son accident et il n'a pas pu l'avoir évidemment. Et là, il était tout proche de sa première victoire et une mauvaise décision. On a voulu rester un peu trop longtemps, un peu comme Perez et Alonso, et on a perdu un podium qui leur tendait les bras. Mais en même temps, Motorsport a fait un article assez intéressant là-dessus, hein. Ils ont montré avec les temps que le pari n'était pas si fou que ça avec la pluie qu'il faisait. Norris aurait pu rester devant Hamilton. Et puis Ouais, la enfin pluie a bon, à un redoublé. moment de... Ouais, oui, oui, c'est ça. Mais Ben, est-ce que... le souci, Comment c'est que dire? sur les premiers tours, Norris en slick gagnait du temps sur Hamilton en intermédiaire, hein. Et puis tout d'un Oui, coup, la pluie a redoublé, et là, c'était juste plus possible de rester sur piste, c'est tout. Euh, et ils l'ont très vite compris. Simplement, c'était un pari un petit peu osé qui aurait pu, je pense, marcher. Je pense qu'en tant que voiture de tête, il avait raison d'essayer. Et je pense même que si Norris était rentré, Hamilton risquait de rester en piste. Alors là-dessus, évidemment, on aurait dit Hamilton a fait le mauvais choix, Norris a fait le bon choix. Mais ça s'est pas passé comme ça. Mais je pense que c'est enfin, un désastre pour Norris, mais ça montre il montre qu'il est capable de mener une course, de gagner une course. Ça va venir très très vite pour lui. il a été très solide parce que Extrêmement solide. il signe sa première pole. Mm. C'est quand même déjà un fait notable. Preuve que le moteur Mercedes sur la McLaren fonctionne très bien. Mhm. Bon, après, on sait, le moteur Mercedes, quand même, à Sochi, généralement, depuis 2014, bon, ça fonctionne relativement bien. Cela mis à part, tu as raison, au niveau de la course, si je ne me trompe pas, il me semble que Carlos Sainz prend les commandes de la course, Au Norris départ. lui reprend le commandement, et puis Mhm. à partir de là, il impose son rythme, il avance. Euh, Départ catastrophique pour Hamilton qui remonte au fur et à mesure, mais là où je te rejoins, Norris était solidement installé devant. Il en avait largement sous pied, à mon avis, pour retenir Hamilton derrière. Et en toute logique, il aurait dû s'imposer, quoi. Ah oui, oui, ça, clairement, avant la pluie, Norris était parti pour s'imposer. Alors Hamilton avait des pneus un peu plus frais, Norris avait des pneus moins en forme, mais je voyais pas Hamilton se rapprocher suffisamment pour pouvoir réellement tenter un dépassement, à part un dépassement Sato. Il y a eu un tour en fait où Hamilton Ouais. a pu bénéficier du DRS, mais même avec cet avantage, on n'a pas senti qu'il y avait Ah non, il avait une pas un... grosse supériorité de la Mercedes. Absolument pas. Est-ce, est-ce que du coup, bon, c'est une tentative qui se termine par un échec, mais est-ce qu'on ne peut quand même pas espérer la première victoire de Lando Norris d'ici la fin de l'année? Il reste encore 7 Grands Prix. À voir sur la forme de McLaren, mais ça fait quand même... Ils ont clairement fait un pas en avant au retour de l'été. Probablement amener quelques évolutions et puis une organisation de course qui est en train, enfin McLaren, on le disait hein, sur la revue de Monza, est en train de payer tous les efforts qui ont été faits depuis 2017 et l'arrivée de Zach Brown. C'est devenu, ils sont en train de passer cette marche-là. Ils ont quitté le midfield. Ils sont pas encore tout à fait dans les top teams, mais ça se rapproche, ça se rapproche. À mon avis, McLaren 2022, il faudra les surveiller. Alors, une autre écurie, justement, on parle de McLaren, une autre écurie où ça se tire un petit peu la bourre à chaque Grand Prix, on en a parlé très très rapidement, avec Carlos Sainz, c'est Ferrari. Sainz, excellent troisième,
une course, une course solide, une course à la Sainz, j'aurais tendance à dire. À l'inverse de son chef de file, je suis désolé, mais c'est un petit peu la hiérarchie à Maranello, qui partait de l'arrière comme Verstappen et qui termine à une lointaine 14e place. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Bah, ce que je peux vous dire, ce que je peux dire en tout cas, c'est que la hiérarchie à Maranello, elle est pas si claire que ça. Elle est plus si claire. Et apparemment, il se murmurait que l'étoile de Leclerc pâlit chez Ferrari. Et ça expliquerait son petit problème à Monza. Il y aurait eu des mots en fait entre Binotto et Leclerc parce que les ingénieurs de Ferrari auraient tendance à plus écouter Sainz qui donnerait de meilleurs retours techniques. Et Sainz, il est en train de faire son gros trou chez Ferrari. Il est devant Charles Leclerc au championnat, très régulier. Il a marqué des points en continu depuis le Grand Prix de Styrie. Là où Leclerc, bah, certes, fait un podium au Royaume-Uni, mais à des courses sans. Alors, sur ce Grand Prix-là, bon, il partait du fond de grille à cause d'une pénalité moteur. Il avait quand même bien remonté. Mais c'est encore une fois la pluie et un mauvais choix stratégique qui le fait dégringoler complètement jusqu'à la 15e place. Leclerc, c'est un des derniers à s'être arrêté, si je me souviens bien. On l'avait vu dans un replay faire un tout droit en slick sur le virage 3 ou 4, je ne me souviens plus. Donc sur ce Grand Prix là, il n'y a pas forcément de pierre à lui lancer dessus, à lui lancer. Il y a fait un pari, ça n'a pas marché. Il avait quand même bien remonté. Sur la course de Sainz, une course solide à la Sainz, mais avec quelques difficultés. Sainz l'a très bien pointé et la Ferrari est encore trop lente en vitesse de pointe. On se fait dépasser trop facilement et le rythme de course n'est pas encore parfait. Il a certes fait illusion en début de course et il a certes fini sur le podium grâce à un arrêt au moment où il faut, mais il y a encore des progrès à faire. Est-ce que selon toi, c'est pas justement dangereux pour Ferrari de retomber dans une ambiance un petit peu, comment dire, guerrière, comme ce qu'on pouvait avoir un petit peu entre Vettel et Leclerc, notamment en 2020, où on avait un climat chez Ferrari qui était totalement délétère. Non, je Est-ce que pense pas ça que peut le pas être climat dangereux? soit le même. Il y a 2 ans, bon, on avait Binotto qui devait faire son trou et qui a essayé de virer tout ce qui venait d'arriver à Bene. Et Vettel en faisait partie. Alors Vettel, il s'est pas battu contre Leclerc, il s'est battu contre son équipe. Et son équipe qui voyait en Leclerc le sauveur, un peu comme. Enfin, et qui a été, je sais pas abusé, mais obnubilé par le talent de Leclerc, un peu comme en 2007, McLaren avait été obnubilé par le talent de Hamilton, ce qui avait conduit à des frictions entre Hamilton et Alonso du coup. Là, Ok. je pense pas qu'on est dans ce cas-là. Je pense qu'en fait, chez Ferrari, on est très 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 favorablement impressionné par Sainz. Mais Leclerc, c'est pas un tueur comme Vettel aurait pu l'être ou comme Hamilton l'était. Et il a besoin de se remettre en question, de comprendre qu'il est pas forcément plus forcément le petit prince de Ferrari, plus le seul, et que Sainz a sa place et que lui il doit bosser pour justement mener l'équipe en avant. Et pour moi, Leclerc, il en est capable. C'est pas un politique. D'accord. Ok. Non, mais écoute, ton avis est intéressant et c'est bien que tu puisses nous en faire part. Je souhaiterais, mon cher Clyde, qu'on puisse terminer d'une certaine façon la partie analyse sur les dernières infos qu'on a eues concernant le Grand Prix de Russie. Volontairement, je dis pas Sochi, je parle du Grand Prix de Russie, car à partir de 2023, si je ne m'abuse, il serait question, entre guillemets, de déménager le Grand Prix de Russie, de quitter le site athlétique, le site olympique, pardon, de Sochi, pour aller à l'Igora Drive. Ton point de vue, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que selon toi c'est une bonne chose? Alors, moi, je suis Vas-y. pas un grand fan du Grand Prix de Russie pour plein de raisons. Déjà par rapport au lieu. Sochi, c'est un Valence bis. C'est tentative de faire un Monaco mais avec une piste plus large dans un endroit de rêve, mais sur un Alors site qui justement, finalement n'intéresse plus grand monde, comme Valence, hein.
Valence, on l'a vu, dès que la Formule 1 s'en est allée, le site, plus personne ne s'y intéressait. Je pense que Sochi, c'est un peu la même chose. C'est un site qui a été construit pour les Jeux Olympiques, mais quelle utilisation des infrastructures en dehors du Grand Prix de Formule 1? Pas grand-chose. Et donc je pense que le but effectivement du pouvoir russe, c'est de ramener la Formule 1 plus proche des centres de pouvoir, dans un circuit qui est peut-être un peu moins, qui semble un peu moins glamour comme ça, je sais pas, sur les bords de la mer Noire ou je ne sais quoi. À Saint-Pétersbourg, on le précise. Mais on est quand même à Saint-Pétersbourg sur un circuit plus classique, qui dans son tracé fait peut-être un petit peu Paul Ricard comme tu disais, mais avec des dénivelés. Bon, à voir, voilà, ce sera toujours peut-être plus intéressant que Sochi qui nous a quand même rarement donné des courses intéressantes. C'est vrai. Maintenant, si le Grand Prix de Russie venait à disparaître, moi, ça me ferait un peu ni chaud ni froid, hein, pour être honnête. Ok, bon bah écoute. Et toi, justement, Euh, qu'est-ce que tu en penses de ce Grand Prix? Ah bah j'attendais que tu me renvoies la balle. Bah écoute, euh, j'aurais tendance à dire, je te rejoins sur le parallèle que tu as fait avec Valence, ça c'est la première chose. Euh, Ensuite, ça peut peut-être donner un regain d'intérêt, ce déménagement de site. Euh, Après, est-ce que ce déménagement, comment dire, peut être profitable ou est-ce que justement une alternance, vu qu'on aurait ces deux circuits, ça pourrait pas permettre de réduire un petit peu les coûts pour la ville de Sochi et aussi et aussi les coûts de Saint-Pétersbourg, de façon à ce que l'un ou l'autre organise d'une année sur l'autre. C'est un petit peu ce qui s'était mis en place à un moment donné en Allemagne, Oui, où on avait l'alternance entre Hockenheim et le Nürburgring. Euh, à voir. Je ne sais pas si justement ce que comment dire euh, Saint-Pétersbourg va falloir qu'il puisse rentrer, enfin, et puis plus largement l'État russe va devoir rentrer dans ses frais. mhm. Parce que là, une construction de circuit, ça coûte quand même des millions d'euros. Il y a tout le côté des infrastructures qu'il va falloir développer. Donc c'est énorme. Chose qu'il n'avait pas au moment de faire enfin, au moment où Sochi a accueilli la F1. C'est-à-dire les infrastructures, elles étaient déjà quasiment existantes. Là, on repart un peu d'une feuille blanche, quoi. Oui, tout à Donc il y fait. a, donc il y a aussi comment dire, ce côté financier qui m'interpelle un petit peu. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que c'est toujours un risque de changer de lieu. Les accords sont pas faits. Le circuit doit faire les travaux en plus. Ça peut nous faire aussi une Vietnam, hein. Ah ben tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je te rejoins 100% là-dessus. Nous allons donc clôturer cette partie analyse et nous en venons au bilan de cette review. Clyde, je te propose que nous commencions avec les tops d'or. Alors, quel est ton top d'or pour ce Grand Prix de Russie? Alors, un petit top d'or, je me fais plaisir, c'est Chicky Alonso. Alonso qu'on disait enterré, trop vieux, qui ne pourrait jamais réussir à faire quelque chose avec cette Alpine, qui se ferait enterrer par Ocon. Alonso est quand même 13 points devant Ocon au championnat, malgré la victoire d'Ocon. Mm. Et il nous régale depuis quelques Grands Prix avec des performances assez exceptionnelles face à Hamilton en Hongrie, aux Pays-Bas, peut-être un peu moins visible à Monza en Italie. Et puis sur ce Grand Prix de Russie, il a quand même failli terminer sur le podium, Alonso. Et puis tu l'as Euh, rappelé, un dépassement un petit peu au forceps sur Max Verstappen. On sait que Verstappen c'est quand même un client. Oui, c'est ça. Et puis un début de course, je me suis beaucoup marré au départ de la course parce que les commentateurs de la Sky indiquaient que Alonso s'était un peu entraîné au premier virage à prendre la chicane de dégagement de la façon la plus rapide possible. Ce qui lui a bien servi d'ailleurs. Et c'est tout l'Alonso qu'on aime, qui fait sienne de chaque opportunité qu'il a pour avancer, pour être le plus haut possible.
Et j'ai vraiment cru au podium à la fin contre Pérez. Il avait réussi à se dégager de Pérez, à rester devant lui. D'ailleurs, il est devant lui sur le championnat, le résultat de la course, hein. Il est que sixième, mais ça aurait pu être largement pire par rapport de tous les pilotes qui sont arrêtés dans les derniers, c'est lui qui termine devant tout le monde, quoi. Donc, ouais, D'accord. c'est mon gros top d'or, Alonso. Bah écoute, en tout cas, tu as raison. C'est vrai que le pilote espagnol, depuis son comeback, nous impressionne et nous étonne. On croise les doigts pour que ça continue jusqu'à la fin de la saison, bien entendu. Oh oui. Et on attend 2022 avec ce changement de réglementation. L'Espagnol peut peut-être tirer son épingle du jeu. On n'en est pas encore là. Non. Euh, Moi, de mon côté, je tiens à souligner l'écurie Williams, qu'on disait quasiment morte, enterrée encore il y a 1 an et demi, euh, malgré le rachat de Dorrington. Euh, Moi, je trouve que cette écurie, elle marche très bien en ce moment, c'est-à-dire sur les 5 dernières courses, 4 fois dans les points. Ils ont dépassé depuis maintenant belle lurette Alpha au championnat. Bah, je trouve que pouvoir justement être dans le top 10, marquer des points régulièrement, c'est une très bonne chose. Alors là, le mérite est à mettre au crédit de George Russell, le futur équipier d'Hamilton chez Mercedes. Mais je trouve que Nicolas Latifi ne démérite pas. Et malgré son statut de pilote payant, bah, il fait quand même le taf, je trouve. Oui, ce qu'on disait, Alors, hein, il a passé un cap moins, dernièrement. ouais, moins sur cette course, moins présent sur cette course. D'ailleurs, il est abandonné, il me semble. Oui. Mais bon, euh, mais quand même, il se défend quand même pas mal face aux jeunes Anglais, et ça c'est plutôt pas mal. Puis Euh, ce qu'on peut voir quand même, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a eu une image en début de course avant l'extinction des feux qu'on n'avait pas eu depuis 2003. C'est-à-dire une grille de départ avec McLaren, Ferrari, Williams sur les trois premières places. Tu as tout à fait raison. C'est vrai, ça nous rappelle un petit peu les batailles épiques qu'on pouvait avoir avec les Schumacher, les Montoya et les Raikkonen. Donc, et Raikkonen, d'ailleurs, vu qu'on en parle, bah, visiblement, le Grand Prix de Russie, même sur une Alpha, ça continue de lui réussir. Il ramène les 4 points de la 8e place. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu le Finlandais quasi retraité en aussi grande forme. Donc, alors, il ne fera pas partie des flops d'or. On aurait pu, par exemple, je ne sais pas, moi, mettre Giovinazzi ou mettre quelqu'un d'autre. Je crois que notre choix commun Oui, s'est porté sur une autre alpha. oui, AlphaTauri, qui a eu un petit accro dans sa série de bonnes qualifications déjà, et puis accro dans la course. Gasly était assez en colère contre la météo, en colère contre la façon dont l'équipe a géré la course. Probablement, mais sans le dire, en colère contre lui-même, parce qu'il n'a pas fait une course franchement excellente. Mais on a l'impression qu'AlphaTauri a fait tous les mauvais choix sur ce week-end, sur la Oui, course en particulier. et même quand il s'est mis à pleuvoir, on n'a pas eu l'impression qu'ils essayaient de tirer leur épingle du jeu, quoi. Non, bah non, c'est ça. Et Alors, ouais, bon, après, il y a eu, il me semble, un accrochage entre Stroll et Gasly, il me semble, oui, oui, oui. à quelques tours de la fin. Donc il y avait peut-être aussi des dégâts un petit peu importants sur la monoplace numéro 10. Et Tsunoda, bah, il est toujours en apprentissage, mais on a quand même l'impression que bah, ça fait un peu le japonais surcoté, quoi. Mm. Il devait arriver en F1, il devait un peu tout casser, et bah, finalement, ça prend un peu plus de temps, quoi. Ça prend un peu plus de temps, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps, un peu comme Schumacher, hein. Schumacher, c'est un pilote qui prend souvent 2 ans pour bien s'adapter. Par contre, oui, Tsunoda, quand même, vu le niveau, il a besoin d'élever son niveau en début d'année prochaine, sinon il fera pas 3 ans. Ok. Bon, bah écoute, on va juste terminer cette review
en informant nos internautes que l'annonce avait été faite, il me semble, la veille du Grand Prix de Russie, où Mazepin et Mick Schumacher étaient confirmés chez As l'année prochaine. On espère que la monoplace américaine aura repris des couleurs, d'une certaine façon. Et écoute, ce que je te propose, déjà je te remercie une nouvelle fois d'avoir fait cette review avec moi, Merci à pour toi. tes explications, pour ton point de vue. On rappelle juste à nos internautes que Multi21 possède une chaîne Twitch. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Sur la vidéo, si le contenu vous plaît, écoutez, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le bouton rouge pour s'abonner et également la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications et puis nous on sera très content d'avoir de nouveaux internautes pour nous suivre et puis le cas échéant débattre si vous trouvez qu'on a merdouillé sur certains points, sur la qualité, le format, etc. Ou même débattre de points de vue. Surtout, vous n'hésitez pas. Clyde, on se donne, nous, rendez-vous maintenant dans 2 semaines, il me semble, pour le Grand Prix de Turquie. Tout à fait, enfin une semaine et demie maintenant. On se Ouais, une donne rendez-vous semaine et pour le demie. prochain Grand Prix en Turquie, en espérant Donc, avoir un beau Grand Prix et aussi beau que l'année ah dernière. bah, si c'est dans le même cru que 2020, là, à mon avis, on va avoir beaucoup de choses à dire. Oh oui. Écoute, encore merci. Merci à vous de nous suivre, merci à vous de nous soutenir. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao Clyde. À bientôt.